Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. Merci surtout de vos suggestions multiples et diverses. Vous nous avez dit qu'il faut revenir aux politiques. Oui, c'est moitié-moitié. On est revenu non pas à un politique, mais on va parler de politique avec un avocat qui fait de la politique. Vous voyez, donc on tourne autour du pot, mais grosso modo. Mais par contre, ce soir, c'est d'abord l'avocat qui va nous parler, et essentiellement l'avocat, Maître Louis Boutret. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs d'ATV. Alors un jour, on reviendra, comme on l'avait fait précédemment, sur vos activités multiples et diverses, dont la politique. Parce que vous êtes très, très spécial dans le paysage politique martiniquais. Et on va évoquer ça, mais ce sera pour la prochaine fois. Là, on vous a invité parce que, très honnêtement, quand on parle du fameux procès Letchimy, la guerre, Paquite et compagnie, je n'ai cité que les élus. M. Bunot étant un administratif, DGS. on va le laisser de côté pour l'instant. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Et c'est pas faute d'avoir essayé d'y comprendre quelque chose. Alors je me suis renseigné, tous les textes qu'on m'a envoyés, tous les documents sur lesquels j'ai pu mettre la main sont à minima totalement opaques et au pire contre-productifs. Donc on a pris l'avocat le moins impliqué dans cette affaire puisque, ben oui, les réquisitoires sont plutôt cléments envers votre client. Rappelons que vous étiez l'avocat d'Yvon Paquite. Premier adjoint à la ville de Fort-de-France. Voilà, le premier adjoint. Mais globalement, ce soir, vous allez essayer de nous décrire ce qui s'est passé et puis nous donner des explications. Qu'est-ce que vous pensez de la communication menée par les avocats, au sens global du terme, parce qu'il y en avait une série, sur cette affaire? Personnellement, j'ai donné les consignes à mon client que nous ne communiquons pas. Ce que nous avons à dire, nous le disons dans la salle d'audience. Mais pas à l'extérieur. Pas à l'extérieur. Vous ne voulez pas vous mouiller, vous voulez pas vous mouiller. Donc globalement, qu'est-ce que vous en pensez? Globalement, tout se passe à l'intérieur de la salle d'audience. Ouais. C'est le moment de vérité. Et c'est à ce moment-là qu'il faut dire le droit et puis défendre les intérêts de son client. Et au-delà de ça, démontrer en l'espèce pour mon client qu'il n'avait rien à faire dans cette fameuse affaire de retraite présumée illégale. Il a dit lui-même, mais qu'est-ce que je fais là? Mais tout à fait. Ouais. Mais même les autres prévenus Ouais. ne devraient pas se retrouver devant cette juridiction pénale. Alors on va en parler des autres prévenus. Oui, mais bon, juste un point sur Oui. ça. Parce que nous sommes là devant des irrégularités constatées dès le départ par la Chambre régionale des comptes. Oui. Ce sont des irrégularités administratives qui ne valent pas infraction pénale. On va y revenir. Or, On va y revenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre jugement, parce que ce soir, on est quand même dans un exercice de communication. C'est ça, les émissions politiques. Vous voulez que je vous donne mon avis? Parce que vous n'osez pas. Moi, je pense que la communication, et avec d'autres, parce qu'on a analysé ça de manière attentive, je pense que la communication, notamment des avocats, a été catastrophique lors de cette affaire, sur un point notamment. Et là, vous allez nous en parler. D'abord, quand on communique comme ça, on ne communique pas à l'attention des magistrats, on est bien d'accord. Sauf si vous me dites la communication sert à influencer les magistrats, j'y crois pas trop. Donc on communique pour le grand public, a priori, si on parle à un média grand public. Et là, il y a une espèce de faillite de la communication grand public qui a comme conséquence que sur les réseaux sociaux et de manière générale, ça colle pas. Alors ce soir, on va essayer de remettre les choses en place. Première question. sans jeu de mots, je ne serai pas l'avocat des avocats. Par contre, Ils vont m'appeler, vous inquiétez pas. Je dirais Ouais. à leur corps défendant qu'ils communiquent en accord avec les clients. Oui, Ce n'est pas une initiative personnelle de l'avocat, Oui. c'est l'avocat Oui, et mais- le client qui décident, Oui, mais quand un puisque avocat- ce sont des élus Ouais. qui sont investis
d'une dépositaire de l'autorité publique, investi d'une mission de service public, qui décide de s'adresser au public. Oui. Et peut-être que c'est à ce niveau qu'il faut, et je parle en face d'un expert en communication, là vous remettez les prévenus, entre guillemets, M. dans Marajo, faire de manière, je dirais, précise, mais en amont, une action peut-être de communication ou de préparation à la communication. Voilà, alors, je ne vais pas vous citer des exemples multiples et divers, mais vous allez nous aider. Quand des avocats et des prévenus, on va dire ça comme ça, font référence en permanence à la jurisprudence qui leur... Déjà, le mot jurisprudence, enfin, monsieur tout le monde ne maîtrise pas forcément, on va expliquer, qui leur donnerait raison, il n'y a aucun exemple clair, net et précis sur ça. En clair, dans le passé, il y a eu des affaires similaires, et puis il y a des gens qui ont été relaxés ou des gens qui n'ont pas été condamnés, et la raison, c'est que la justice en a jugé autrement. Donc c'est possible. Et est-ce que vous pourriez nous dire, grosso modo, qui a été relaxé ou quels sont les cas où la jurisprudence dit très clairement que ce qu'on reproche à Serge Letchimy, essentiellement à Didier Laguerre, à Yvon Paquet et à M. Bunot, n'est pas forcément vrai. Avant d'y aller, permettez que je puisse ne pas faire ce que vous reprochez à mes confrères, à savoir essayer de planter le décor. Ouais. Tout est parti de juillet 2020. Là, vous nous refaites l'histoire. Hein? Non, je ne refais pas l'histoire. J'explique le contexte, que l'on puisse se comprendre, puisque c'est la Chambre régionale des comptes de Martinique qui a fait un signalement au procureur de la République. Ça s'appelle un article 40. Un article 40, c'est-à-dire que tout fonctionnaire a l'obligation d'informer, de donner un avis au procureur dès lors qu'il a eu connaissance d'un délit ou d'un crime. Donc, en l'espèce, la Chambre régionale des comptes fait un signalement article 40 au procureur, lequel procureur se saisit de l'affaire, affaire relative à la retraite anticipée de M. Serge Letchimy, anciennement agent de la ville de Fort-de-France. Tout à fait. Directeur de la CEMAF, notamment. De la CEMAF, mais il était également chef de service avant à la ville de Fort-de-France, qui a fait valoir légitimement ses droits à la retraite et pour lesquels la Chambre régionale des comptes dit que le dispositif est illégal, il est coûteux et inefficace. Alors, allons faire un point sur ça, le dispositif, parce que les gens entendent dispositif. Le dispositif, c'est une disposition attractive pour faire en sorte que les gens partent à la retraite plus tôt et que ça coûte moins cher à la ville. Donc, c'est une espèce de prime. C'est une prime incitative au départ à la retraite qui a permis, parce que rappelez-vous, il y avait 4800, c'était le mammouth qui a supporté la ville de Fort-de-France, qui a supporté toute la misère des campagnes quand il y a eu l'exode rural. Et à l'époque, ça a commencé avec Aimé Césaire. Grâce à Aimé Césaire. Qui a effectivement absorbé toute cette misère, donné du travail, mais au fur et à mesure, il fallait régulariser la situation de ces travailleurs, de ces agents territoriaux, qui ont des droits. Et on s'est retrouvé avec un effectif pléthorique. Donc, à la fois pléthorique et extrêmement coûteux. Coûteux. Donc ce qu'on a trouvé, c'est on leur donne des primes, ils partent à la retraite un peu plus tôt, et évidemment la masse salariale diminue. Ce n'est pas on leur donne des primes, c'est la ville de Fort-de-France et l'État qui ont signé une convention, avec une convention de gestion confiée à la Caisse de dépôt et de consignation, c'est-à-dire une institution... Le bras armé financier de l'État, qui permettait de baisser le nombre, l'effectif, donc de diminuer sur les charges de fonctionnement dans le budget de fonctionnement de la ville. Ça a été efficace, puisqu'il y a eu plus de 980 agents qui ont bénéficié de ce dispositif. Tout à fait. Donc, dès le départ, il y a une appréciation qui est inexacte de la Chambre régionale des comptes, puisqu'elle dit, la Chambre, que c'est un dispositif illégal. Or, ce dispositif, je viens de vous le dire, il est encadré par une convention que dispose ici
les avocats, mais également tous les magistrats et les 3 procureurs du parquet national financier. Est-ce que l'existence d'une convention rend la pratique légale? Non, vous avez parfaitement raison, mais ça permet de sceller dans le marbre une pratique de gestion administrative. Alors, j'ai entendu parler du fait que, grosso modo, quand on a un dispositif ancien et collectif qui n'a pas été mis en cause, on ne peut pas rétroactivement le mettre en cause. Non, parce que ça devient, cette convention, un acte fondateur de droit. C'est-à-dire, les agents qui ont bénéficié, ils ont bénéficié et ça en fait un droit. Sauf quand il y a une intention frauduleuse individuelle. Et nous n'y sommes pas parce que, et c'est ça tout le débat au niveau du tribunal correctionnel, nous sommes au pénal, il faut à la fois matérialiser l'infraction, mais il faut prouver l'intention frauduleuse. Ce que les 3 magistrats du parquet national financier n'ont pas pu démontrer. Mais attendez 30 secondes, je termine juste le décor. Puisque je suis en train déjà de parler du parquet national financier, il faut savoir que le procureur de la République de Fort-de-France, il a transmis à une juridiction spécialisée, en l'occurrence au parquet national financier, il a transmis le bébé et ce dossier a été traité et au bout de 3 ans d'instruction, un peu plus, les procureurs du parquet national financier, qui sont redoutables. Oui, il y a Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy qui s'en souviennent et ils ne rigolent pas. Ils ont décidé, on va appeler un chat, de couper des têtes. Ah, ça, c'est votre appréciation? Non, je vais vous expliquer. Parce qu'il n'y a aucune... Donc, en réalité, vous êtes en train de nous dire que ce procès, qui est un procès qui devrait être un procès purement administratif, est devenu un procès politique. Qui aurait dû être vers une juridiction qui s'appelait, jusqu'au 1er janvier 2023, ça s'appelait la Cour de discipline financière et budgétaire, qui traitait de ce type de délit, entre guillemets, si délit il y a. Or, le président Macron et ils ont supprimé cette cour remplacée par la 7e chambre de la Cour des comptes, qui doit en principe traiter. Mais on est surpris, parce que ça atterrit au parquet national financier. Et pour quelle raison, selon vous? Le parquet national financier épouse les mêmes thèses d'illégalité. Et là, on ne peut pas accepter qu'un dispositif approuvé au sommet de l'État par le Premier ministre en personne, M. Édouard Philippe. Et qu'est-ce qu'il dit, M. Édouard Philippe, quand la Cour des comptes a fait un référé relatif à la situation financière de la commune de Fort-de-France? Il demandait la suppression de ce dispositif. Et Édouard Philippe dit non, c'est signé Édouard Philippe. Vous voyez sa signature, c'est pas celle de Trump, mais ça ressemble. Ça y ressemble, ça y ressemble. Et il dit, l'État est prêt à s'engager auprès de la commune de Fort-de-France dans une démarche de contractualisation en vue de redresser sa situation financière selon une trajectoire pluriannuelle. S'agissant de la seconde recommandation, le rapport des 2 parlementaires, Jean-René Cazeneuve, député, et Georges Patient, sénateur, souligne l'intérêt qui peut s'attacher à un dispositif de départ à la retraite incitatif pour les personnels qui peuvent liquider leur retraite à taux plein, c'est très intéressant, et préconise sa reconnaissance par le législateur. Ce qui voudrait dire que le Premier ministre fait le constat inverse du parquet national financier. Il dit, mais attendez, il faudrait même que le législateur prenne sous les bras, prenne ce dossier, parce qu'on peut l'étendre. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui n'est pas le cas. Bon, c'est pas le cas. Mais la séparation des pouvoirs, la fameuse séparation des pouvoirs, même si l'exécutif, un Premier ministre, qui fait partie de l'exécutif, pense qu'on devrait faire ça, il se peut très bien que la justice, l'autorité judiciaire, puisse en disposer autrement. Tout à fait. Mais allons revenir sur cette histoire de procès politique.
Ça vient de vous, ça, on est bien d'accord. Hein. Vous dites, il faut couper des têtes. Ce qu'on aimerait comprendre ici, c'est pourquoi fallait-il couper des têtes? Pour une raison bien simple. Ce n'est pas une démarche ni scientifique, encore moins juridique. Parce que, avant d'arriver au procès, il y a eu des échanges, il y a eu une instruction. Il y a une enquête, pour les gens qui nous écoutent, une enquête. Oui. Il y a une enquête préliminaire. Et à l'issue de cette enquête, ils pondent des observations et il y a des échanges. Nous avons, nous les avocats, adressé au parquet national financier un certain nombre de réponses Oui. qui sont nos observations, 2 séries d'observations. Et à l'issue de ça, en février 2025, ils décident malgré tout de poursuivre sur le fondement d'un article 432-15 du Code pénal. Très important. Qui est, attendez, le plus redoutable, détournement de fonds publics. Et mon client, Ouais. qui a une participation, je dirais, marginale dans cette affaire, se retrouve dans cette affaire parce que le dernier alinéa de cet article dit que la tentative de détournement de fonds publics, elle est punie des mêmes peines, Au même titre. à savoir 10 ans d'emprisonnement, on peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Ça, pour un homme politique, c'est redoutable, ça. Parce que Ah, si en plus on y rajoute le caractère inéligible de la condamnation, Oui. Attention. C'est fini. Enfin, il n'y a plus de carrière politique, Non, là. non. L'inéligibilité, si elle est, et ça fait débat, Ouais. assujettie de l'exécution provisoire, Oui. c'est le cas de Marine Le Pen que vous venez d'évoquer, Tout à fait. ça devient problématique. Ouais. Alors, ça on va, veut dire- on va aborder ça dans un Non, non, deuxième temps. ça veut dire sur ce point-là, il y a un hiatus, un débat juridique en France, parce que un des principes cardinaux du droit français, c'est la présomption d'innocence. Ouais. Donc, dès lors que vous contestez une décision d'une juridiction, vous avez cette possibilité. Vous êtes, si c'est un toujours, problème, vous êtes toujours innocent. vous êtes présumé innocent, donc Ouais. vous faites appel. Sauf que là, vous ne pouvez pas jouir de cette disposition constitutionnelle, puisqu'on vous interdit de faire appel, vous êtes condamné. C'est ce qui s'est passé pour Sarkozy. Enfin, ce n'est pas tout à fait ça. On n'interdit pas de faire appel. Vous faites appel, mais vous devez exécuter. la peine est exécutée. Voilà. La peine, et c'est ce qui s'est passé pour Sarkozy. Oui. Donc, Comme il a été condamné à une peine de prison, et qu'il y a eu exécution provisoire, donc il a il a été allé à la case prison. pas longtemps, mais bon. Oui, mais on va bon, dire. on Bon. entre dans un autre débat. Mais sur ce point Oui. important, si les peines qui sont... il faut préciser à tous les auditeurs qui nous écoutent. Ah oui, ça, je sais que vous y tenez. faut préciser. Tout le monde y tient. Allons le redire. On va le redire. Réquisitoire. C'est un réquisit. Ce sont les réquisitions du procureur. Oui. Ce n'est pas le jugement du tribunal. Alors, allons correctionnel. être un tout petit peu pédagogique. Il y a un procès. À l'issue du procès, celui qui attaque, le procureur, Le procureur, demande une peine. qui représente le ministère public, c'est-à-dire Ouais. qui est là pour défendre L'État. les intérêts de la société. L'État. La société, c'est Ouais. lui qui défend les intérêts de la société. Donc lui, il demande une peine. Il demande une peine, Ouais. C'est ce qu'on appelle le réquisitoire. un réquisitoire, mais il n'est pas le dernier à parler. Ouais. Le dernier à parler, ce sont les avocats de la défense. Ouais. Et nous intervenons, lui il est à charge, et nous plaidons Vous défendez les intérêts vos clients. des clients, et in fine, Celui qui prend la décision finale, enfin ceux qui prennent la décision ce finale. sont les juges, Ouais. les magistrats du siège, Et là, qui ça vont- s'appelle un délibéré. qui vont rendre une décision qui s'appelle Ouais. un délibéré. Et Alors, revenons. pour le calendrier, parce que là aussi, ce n'est pas... On va y venir, Non, on va y mais venir. J'ai battons le l'impression- fer pendant qu'il est, Oui, est chaud, oui. quand même. 19 février. Les magistrats 2026. ne sont pas, je dirais, hors sol, ils ne sont pas hydroponiques. Ouais. Ils sont en souchet dans la société. Ils savent pertinemment qu'en mettant la date du délibéré, le 19 février, pratiquement à 3 semaines d'un scrutin, où Alors, allons être précis. Oui. 19 Février février 2026. 26. C'est 7 jours avant le dépôt limite des candidatures et des listes Oui. au municipal. au municipal. Donc ça veut dire en clair que s'il y a un doute sur une éventuelle condamnation avec exécution provisoire, le candidat à Fort-de-France doit venir avec 2 listes.
Oui, mais Parce que s'il est condamné, ça fait, c'est terrible. c'est terrible, ça fait une sacrée pression, Ouais. vous pensez bien, sur les uns et les autres. Mais Et vous pensez que c'est volontaire? Vous êtes en train de nous dire que c'est volontaire. C'est le lendemain du mercredi décembre. Hein. Vous avez noté ça? Bien sûr. Le Cabriolet va le mercredi et puis Le jeudi. nous avons ça qu'à passer le jeudi. Bon. Mais revenons de manière plus prosaïque à un autre sujet qui nous préoccupe. Oui. La décision qui a été prise épouse les réquisitions du procureur n'ont pas varié d'un iota. Or, entre-temps, le premier vice-président du tribunal correctionnel de Paris, au vu de nos écritures, à la fois nos observations et les conclusions de Relax, au fin de Relax, il a demandé à ce qu'on puisse requalifier les chefs d'accusation qui portaient sur le détournement de fonds publics, le 432-15 du Code pénal, et il propose le 432-10, concussion. Sauf que j'irais, et ça a été l'objet dans ma plaidoirie, je dis, mais attendez, puisque nous sommes sur... il n'y a pas d'intention fautive, et vous n'avez pas pu le démontrer, pourquoi n'avez-vous pas choisi le 432-16, qui est un délit de négligence, qui dit qu'en cas de détournement de fonds publics d'une personne chargée d'une mission de service public, Ouais. et que ce délit, ce serait un délit par négligence, la peine, elle est, tenez-vous bien, d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Donc, Ce qui n'a rien à voir avec ça ce n'a qui a été rien à prononcé. voir. Donc, il y a une volonté dès le départ, et on est à peu près tous unanimes là-dessus, il y a une volonté dès le départ d'une décision sévère à l'encontre des prévenus. Alors, Et vous je ne m'avez termine, toujours je pas termine, dit- je termine, M. Ouais. Marajo. Quand je dis qu'il y a une volonté dès le départ, c'est parce que non seulement ils n'ont pas démontré l'intention frauduleuse, ouais, hein, ils ont parlé de manigance, mais tout ça c'est très subjectif. ouais. Il faut pouvoir le démontrer. Et le droit pénal est d'interprétation stricte. Hein, un magistrat, il est tenu, s'il prend ce chef d'accusation du 432-15, il est tenu de démontrer que l'élément matériel de détournement existe et que l'élément intentionnel, l'élément moral également. Alors, en sachant que, on va dire que la victime centrale de tout ça, c'est Serge Letchimy. Alors, est-ce que vous persistez et signez quand vous dites il y avait une volonté dès le départ de couper les têtes, dont celle de Serge Letchimy? Parce qu'en réalité, après avoir relu l'ensemble des éléments, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines de personnes qui ont fait la même chose que Serge Letchimy, mais qui n'ont pas forcément été condamnées. Entre par 2012 contre, et 2017, Voilà, pour attendez. corroborer votre propos, entre Oui. 2012 et 2017, il y a plus de 200 agents qui ont bénéficié du même dispositif légal que Serge Letchimy. Il y a simplement- Et j'ai fait remarquer Oui. que est-ce que nous sommes dans une république où il y a deux types de citoyens, ceux qui sont investis d'une mission de service public Oui. et de mandat électif, pour lesquels il y a le marteau, le bâton, et de l'autre côté, la grâce, puisque tous ceux qui ont bénéficié de cette retraite, pourquoi ils ne sont pas là à la barre du tribunal? Alors, attendez, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais beaucoup répondent parce que eux, ils ne sont pas députés. Alors, c'est là que ça devient intéressant. C'est l'un des arguments massifs, j'allais dire massus, de l'attaque de la partie civile, c'est de dire un député n'a pas le droit de faire ce qui a été fait. Et vous, vous dites, comme d'autres, non, ce n'est pas vrai. Il y a dans les textes suffisamment, on va reprendre le terme, de jurisprudence qui indique Oui. très clairement qu'un député, peut prendre sa retraite et toucher à la fois une indemnité parlementaire et une retraite. Un député peut réintégrer, parce qu'il est agent territorial notamment, sans que ça pose de problème. Mais bon, vous ne donnez pas d'exemple. Hein.
M. Barajo, l'intégralité des accusations portées contre à la fois M. Letchimy et les autres prévenus repose sur le caractère indu du versement d'une retraite à son départ en décembre 2015, en 2016. Du fait de son statut Du fait d'élu. d'une incompatibilité liée Ouais. à un article du Code électoral, qui est l'article LO 142, qui a fait débat. Et c'est là qu'il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité. Donc là, il y a une vraie... Il y a un vrai questionnement. Il y a un questionnement juridique parce que dans le texte, il n'y a pas, dans cet article LO 142 du Code électoral, il n'a jamais été dit que le député, il y avait une incompatibilité à ce qu'il puisse faire valoir ses droits à la retraite. On est au cœur du sujet. On va marquer une petite pause parce que les gens sont complètement saisis par ces nouvelles révélations. Là je pense qu'on fait l'exercice de communication qui aurait dû être fait au préalable. Bon, on se retrouve dans quelques secondes. Surtout, ne zappez pas. Merci d'être resté avec nous. Je sais que ça vous passionne, parce que des procès de cette nature, il y en aura d'autres, hein, on va évoquer. On a à venir. On revient au cœur du sujet. Les attaques sont centrées, évidemment, sur la retraite de Serge Letchimy. Donc on peut dire que le personnage principal, c'est Serge Letchimy. Et le fondement même de l'attaque, entre guillemets, c'est de dire, oui, vous avez raison, il y a des gens qui ont bénéficié d'un dispositif de départ à la retraite, qui ont bénéficié d'une réintégration, qui ont bénéficié de retraite suite à leur activité, mais ils n'étaient pas députés. Et c'est ça l'argument central, c'est le député n'a pas le droit, avec un article que vous venez de citer, n'aurait pas le droit de bénéficier de l'ensemble de ces dispositions. Alors, c'est quoi, quelle est la base sur laquelle vous argumentez pour dire c'est faux? Parce que, bon, je ne reprendrai pas. Il y a de mémoire toute une jurisprudence qui date depuis 2003, 3 novembre 2003. Ouais, on va la citer parce que moi, j'ai plein de gens qui m'appellent, me disent « Ouais, mais dis qui ça, il n'y a pas parlé ?» Alors, Conseil d'État, je vous donne, parce qu'il y a des fanatiques de ChatGPT ici qui vont aller chercher. 3 novembre 2003, Ben Abdallah. Ouais. Et alors faites attention parce qu'il y a plein de décisions. Ben Abdallah, choisissez celle qui concerne le lien statutaire avec la fonction publique territoriale. D'un parlementaire. D'un parlementaire, alors, tout à fait. Si vous voulez, le caractère indu, puisque c'est ça le fond du débat. Ouais. Sinon, il n'y aurait pas d'affaire. Mais c'est l'élément matériel. On est au pénal, ce qui veut dire que l'élément matériel fait défaut, que ce soit pour détournement de fonds publics, que ce soit pour concussion, c'est pareil. Donc, il y a là un vrai sujet juridique sur lequel on a bien compris qu'à la fois le parquet financier national et les magistrats ne sont pas tout à fait sous la même longueur, et que nous sommes aux antipodes de ce qu'ils disent. Parce qu'il y a à la fois le code pénal, mais il y a le code de la fonction publique et il y a également le code général des collectivités territoriales. Mais tout ça est un peu antinomique en fait. Hein? C'est pas que ça soit antinomique, c'est que pour l'instant, il y a très peu de cas où on ait eu à traiter à la fois un député qui fait valoir ses droits à la retraite, ce qui est, rappelons-nous, constitutionnellement, là encore il y a eu un débat, un droit. Alors le procureur, un des 3 procureurs, disait que oui, ce n'est pas écrit dans l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946. Donc il est tombé sur un constitutionnaliste malheureusement, et je lui ai dit que, attention, vous dites que ce n'est pas un droit constitutionnel, c'est une exigence constitutionnelle. Sauf que l'exigence, elle est définie par la loi. Donc si elle est définie légalement, c'est un droit. Donc on a eu des échanges là-dessus, des échanges juridiques. Un peu musclés, paraît-il. Par moments assez musclés, non. Ça a été...
En ce qui nous concerne, plutôt soft. Pour vous Oui. Pour vous, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un avocat qui avait traité les procureurs de tueurs. Oui, c'est un des confrères. Bon, Je crois que ça a fait tout le monde un des sursauter. procureurs, oui. Bon. Ouais. Mais bon, ça, ce sont des joutes verbales que l'on a lors des audiences. Assez classique. C'est assez classique. Donc- Mais revenons à nos arguments. On dit que on ne peut pas interdire à un député qui a fait valoir ses droits à la retraite, pour Ouais. qu'il puisse le faire, il fallait qu'il soit réintégré dans son corps de métier. Donc, il y a eu d'abord cet arrêté de réintégration de l'Etchimi. Ouais. Une fois qu'il a été réintégré, il n'a pas perçu, contrairement à ce qui se dit, de salaire. Ce n'est pas un salaire qu'il a eu. Il a eu droit à des prestations dans un laps de temps très court, 3 mois, semble-t-il. 3 mois, le temps qu'effectivement on puisse prendre l'arrêté de mise à la retraite. Mais Alors, tout ce qu'il faut rappeler, ça ce qu'il s'est faut fait rappeler, c'est avec que... l'avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales. Qui est partie civile. Qui est partie civile. C'est-à-dire, alors et qui expliquez- doit donner alors préalablement expliquez- un Attendez. avis, et qui a donné un avis favorable et qui n'a rien dit à Attendez, l'époque. alors expliquez aux gens pourquoi ils sont partie civile. En fait, être partie civile, là, en l'occurrence, Oui. c'est demander à être remboursé. Rembourser Ouais. des sommes qui ont été Indûment perçues. indûment perçues. Ouais. Alors, là encore, ça, c'est cocasse. Vous avez un organisme qui est la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, des collectivités locales, qui demande à être remboursé d'une somme pour laquelle cette caisse a donné un avis favorable préalablement, puisqu'on ne peut pas donner dans ce dispositif dont on parlera tout à l'heure, on ne peut pas donner cette retraite, faire l'avis, droit sans l'avis. sans l'avis. Or, l'avis a été favorable. Ouais. Alors, la fameuse caisse, c'est la CNRACL. Oui. Tout ça tourne autour de ce présupposé interdit lié au statut d'élu, de député, Oui. de Serge Letchimy. Mais Si Serge Letchimy n'avait pas été député, on est bien d'accord, il aurait bénéficié, comme les autres, Comme les autres. les 200 Mais non, mais personnes. il faut voir. Ouais. Il faut voir vous prenez uniquement un aspect, voyons l'autre aspect. Tout ça vient du fait que non pas qu'il était député, mais parce qu'il était agent d'une collectivité territoriale. Donc fonctionnaire territorial, c'est-à-dire la fonction publique non élective, Ouais. est incompatible avec un mandat de parlementaire. C'est très Et clair. c'est tout le sujet juridique repose là-dessus. Comment Donc- on peut le trancher, ça? C'est-à-dire que, de toute façon, quelle que soit la décision, sauf s'il y a une décision de relax, quelle Oui. que soit la décision, une décision, on va dire, négative, une condamnation, bien évidemment, on suppose que la totalité des prévenus concernés va faire appel. Oui. Donc ça va repartir en réflexion. Est-ce qu'on peut trancher sur ça? Si, et c'est pour cela qu'il y a les questions prioritaires de constitutionnalité. Ouais. Donc avant d'entrer dans le fond du débat, on doit s'interroger si cet article-là, il est conforme à la Constitution. Allons rappeler son numéro. L'article LO, loi organique, LO 142 du Code électoral, qui instaure l'incompatibilité pour un député de faire valoir justement ses droits à la retraite. Alors, en fait. sur un principe qui est rappelé régulièrement dans ce procès, La séparation de la des pouvoirs. séparation des pouvoirs. Alors, pour les gens qui nous écoutent, en clair, Il quelqu'un qui fait partie du législatif, donc qui Voilà. vote la loi, Il ne ne peut pourra pas pas exercer C'est- une fonction exécutive. Exécutive. Voilà. Donc, il ne peut pas être jugé parti. Ouais. Donc, au nom de la séparation des pouvoirs, il a une interdiction d'avoir le bénéfice de cette retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la logique du parquet national financier, il aurait fallu qu'il arrive à l'échéance, à la date du départ à la retraite Maximal, maximale, l'âge maximal. l'âge maximal, c'est-à-dire 65-67 ans, pour pouvoir justement faire valoir ses droits Ouais. et percevoir sa pension. Sauf que, là encore, il y a une lecture différente, puisque à la fois le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel dit que ce n'est pas l'âge limite, c'est l'âge légal. Ouais. Et l'âge légal de la retraite, jusqu'à preuve du contraire, c'est 62 ans. Donc,
il était tout à fait fondé, le député Letchimy, à faire valoir, il était dans son bon droit de faire valoir ses droits à la retraite. Et là encore, il ne peut pas y avoir, et c'est ça toute la question, est-ce qu'on peut avoir deux catégories, je dirais, de citoyens pour une même loi? Ce n'est pas possible, la loi s'applique à tout le monde. Est-ce que aujourd'hui, cette affaire, parce que bon, le mot a été prononcé dès le départ, est un peu emblématique de ce qui est en train de se passer? Parce que Louis Boutrin, je ne vais pas vous faire la liste complète, mais dans quelques jours, il y a un procès en appel de la SODEM, dans lequel on retrouve à la fois Serge Letchimy, Didier Laguerre, Alain Alfred, Athanas Jeanne-Rose, Jean Cruzol, etc. Il y a un procès en appel de Yann Mauplaisir, il y a un procès en appel de Félix Ismin, il y a un délibéré du procès de Sainte-Rose-Caquin, il y a un procès à venir à Madivial, il y a un procès à venir du SMTVD, il y a une enquête sur le dossier Odyssea, et je n'en jette plus. Est-ce que c'est difficile de faire, dans ce contexte-là, émerger la vérité et épargner l'image de certains hommes politiques? Parce qu'il y en a qui sont vraiment dans des situations délicates. Qu'est-ce qui permettrait de réhabiliter, s'il y a réhabilitation évidemment effective, l'image des hommes politiques? Vous avez compris ma réponse tout à l'heure et ma prudence en ce qui concerne la communication. Quand on a un environnement, un contexte, comme vous l'avez décrit, oui, tel que nous connaissons, mieux vaut ne pas communiquer. L'essentiel, non, je dis que l'essentiel doit se passer à l'intérieur de la salle d'audience. Oui, mais... attendez, mais c'est une audience qui est publique. Oui, non, mais nous... Elle est publique, il y avait c'est à 8000 km, c'est à 8000 km. Et j'ai vu un journaliste... C'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour ça qu'on fait cette émission, pour aller plus loin. Tous les journalistes d'ici et de Paris étaient présents. Donc, il y a une transparence, puisque la décision sera rendue au nom du peuple français. Donc, il y a d'ailleurs, vous aurez noté, transparence totale. Vous aurez noté, ça a dû vous amuser, que les médias rendent compte, j'allais dire, du CV des prévenus dans ce procès, et on apprend que leur casier judiciaire est vierge. Par contre, ici, quand il y a des procès, on ne parle jamais du casier judiciaire de certains. Tout à fait. Suivez mon regard. Tout à fait. Bon, justement, cette espèce d'exercice de communication, en quoi il est difficile? Parce qu'on est bien d'accord que sur les réseaux sociaux, ça se déchaîne. Dans les aéroports, ça se déchaîne. Heureusement qu'il y a encore, on est dans un pays d'état de droit et que ceux qui ont été victimes de cet acharnement à l'aéroport vont porter plainte. Mais comment on fait pour rétablir la vérité? Il y a un contexte juridico-politique, mais il y a un contexte médiatico-politique également. Et là, vous allez mettre les journalistes dedans? Non, je mettrai les réseaux sociaux dedans. Ah, vous parlez de médias, c'est pas... Oui, non, mais... D'accord, allons pas confondre. Hein. Mais non, mais c'est... Parlons des réseaux, Les réseaux sociaux. Parce que, personnellement, je suis très attaché à la liberté d'expression. Et ce n'est pas pour rien que j'ai eu à défendre pas mal de dossiers en diffamation. En novembre 2015, j'étais devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Basse-Terre parce que la Cour de cassation avait renvoyé le dossier Green Parrot devant la chambre. J'ai eu à défendre le président. D'ailleurs, vous avez vous-même été victime de tentatives de déstabilisation. Mais oui, bien sûr. Mais je suis pour autant, tant bien même que je serais victime, je me battrai pour que ceux qui ont ces outils en main, ils puissent se faire passer l'information. Mais attention, il ne faudrait pas que les lanceurs d'alerte se transforment en pyromanes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'excès et le plus souvent beaucoup d'infox. Et ça, ce n'est pas compatible avec l'idée que l'on se fait de l'information aujourd'hui.
Parce que, bon, on vous balance n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur TikTok, et beaucoup de Martiniquais, malheureusement, ils prennent ça pour argent comptant. Est-ce que c'est la fonction de Serge Letchimy, son combat politique, sa responsabilité, son lien avec Aimé Césaire, qui en ont fait une espèce de cible prioritaire? C'est le paradoxe du pouvoir. Chaque fois que vous aurez au sommet d'un État, et ça s'est vu encore hier à Saint-Vincent, où Saint-Vincent et Grenadines, Gonçalves a perdu. Il a gagné uniquement sur les 14 circonscriptions, la sienne. La sienne. Et, rappelons pour ceux qui nous écoutent que c'est le Premier ministre, oui, l'ex-Premier ministre de Saint-Vincent, qui est resté là quand même pendant plusieurs décennies et qui a été battu par le leader de l'opposition. Par le leader qui est également avocat, puisque lui-même il était avocat. Et quand on regarde ce qui se passe en France, il y a un niveau de détestation. Vous me direz qu'il fait tout pour le mériter, mais enfin bon, on referme cette parenthèse, d'Emmanuel Macron, et qu'il y a très peu de pays, même aux États-Unis, il y a un niveau de contestation contre Trump. Les hommes de pouvoir, ils fascinent, et en même temps, ils sont l'objet de... On les encense et quelques années plus tard, on les brûle. Même pas quelques années, de manière concomitante. Ouais. Vous pouvez avoir des partisans qui vous adorent et qui vous portent au pinacle, et puis de l'autre côté, vous faites descendre. Et pourquoi? La question est là. Il y a un malaise sociétal. Et ce malaise sociétal vient de quoi? Vient des conditions que l'on a à la fois économiques et sociales, d'une misère qui continue à s'aggraver et un fossé dans cette société qui devient de plus en plus inégalitaire. Alors pourquoi de nombreux hommes politiques, je viens de vous donner une liste de procès à venir, je ne parle même pas des procès passés, pourquoi ils continuent à laisser planer le doute sur leur probité, sur leur engagement social? Ils n'ont pas tiré d'enseignement parce que vous êtes un homme politique. Justement. Ils n'ont pas tiré d'enseignement de la situation. Il y a une petite différence. Je n'ai pas voulu la marquer au tout début de l'émission, mais permettez que je la fasse. Je suis certes un homme politique, mais je ne tire pas mes revenus de la politique. Je suis transparent, je suis conseiller territorial, 1 800 € d'indemnité pour les heures que je consacre. Par mois. Oui, les heures que je consacre à la collectivité et à la Martinique. Je ne tire pas mes revenus. Par contre, trop souvent, beaucoup d'engagements politiques, on constate que ces engagements sont motivés soit par l'appât du gain, soit par, effectivement, ce sont soit des gens qui n'ont pas de situation sociale stable et qui voient une opportunité d'argent, entre guillemets, et qui viennent, sans compter. Je profite pour le dire. Regardez les plénières. Là, c'est une catastrophe, là, en termes de quorum. On n'arrive pas à traiter des dossiers importants pour le développement, traiter des dossiers importants pour les jeunes Martiniquais, pour les personnes âgées, qui attendent, puisqu'on a récupéré toutes les compétences de l'ex-département, au motif qu'on n'a pas de quorum. Or, regardez dans la loi du 27 juillet 2011, donne une prime de 11 sièges à la liste qui sort en tête de manière à s'assurer d'avoir un quorum. Donc, on ne peut pas comprendre, aujourd'hui, cette espèce de désertion. Y compris dans la majorité. Hein. Mais c'est ce que je viens de vous dire, puisque la majorité, elle seule, elle peut avoir le quorum. Sans compter dans l'opposition, dans d'autres... Bon, je ne suis pas là pour aller dans d'autres groupes, y vous compris... Vous n'êtes pas là pour les désigner à la vindicte populaire, mais il y a un problème d'éthique. Et il va falloir, justement, puisqu'on parle de la relation qui peut être un peu perverte entre les indemnités que l'on touche et que l'on perçoit, et de l'autre côté, un absentéisme qui est soutenable. Est-ce que vous n'avez pas toujours été le pote, entre guillemets, de Serge Letchimy? Vous avez même été parfois extrêmement sévère vis-à-vis de lui. Vice-versa. Il ne vous a pas loupé. Vous comprenez cette espèce d'attitude de dégoût qui s'est matérialisée lors du procès par sa sortie sur le fait que, c'est bon, quoi, qu'il allait s'en aller. Quand vous êtes aux affaires, vous avez toutes les charges du pays sur les épaules. Donc,
ce ne sont pas des journées de 8 heures. Ouais. Et vous le vivez, ce désamour, comme une forme d'injustice. D'autant plus que c'est relayé de manière quotidienne sur les réseaux sociaux, et ça au détriment de votre vie personnelle, de votre vie familiale et de votre entourage, qui, tout le monde le subit. En quelque part, en créole, le gars dit « personne pas t'es voyons, c'est où qui vini ». Sauf qu'il faut qu'on arrive à trouver malgré tout un juste milieu entre l'exercice d'une fonction élective et une vie à la fois familiale, personnelle et une vie publique. Parce que là, ça devient insoutenable. C'est la porte ouverte, justement. Une fois que des gens de ce niveau, s'ils quittent la politique, personnellement, je suis clean. La liste menée par Alfred Marie-Jeanne, sur laquelle j'étais, nous avons perdu cette élection à 3750 voix. Oui. À peu de voix près. Mais nous l'avons perdue. Donc on aurait dû tirer le bilan. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, celui qui a gagné, il a toute la légitimité des urnes. Donc je ne vais pas passer mon temps à l'attaquer. Par contre, quand il y a le compte administratif, je regarde si le budget pour lequel, effectivement, il a fait un certain nombre de propositions a été exécuté. Ouais. Est-ce que, finalement, il tient ses promesses et la sanction vient du vote ou pas du compte administratif? On ne peut pas passer son temps, d'autant plus, quand vous regardez, il y a pas mal de projets que nous avons et personnellement impulsés. Donc, je suis cohérent avec moi-même. Je ne peux pas voter contre des projets pour lesquels je me suis investi. Vous avez soutenu Alfred Marie-Jeanne très longtemps. Il vient d'être condamné définitivement par le Conseil d'État pour avoir dissimulé un certain nombre de biens, entre guillemets, d'actifs, notamment des comptes à Marseille. Ça vient encore nourrir cette espèce de sidération de la population. Quel conseil vous donneriez à ces hommes politiques, à vos pairs, en la matière? Je commencerai par donner un conseil, si vous le permettez, aux journalistes. Parce que vous venez de dire quelque chose, qu'il avait des comptes dissimulés à Marseille. Non, je n'ai pas dit dissimulés. Il avait des comptes à Marseille. Sauf que c'est un raccourci. Oui. Monsieur Marie-Jeanne avait 186 000 € sur un compte à la BDF. La BDF a été reprise par la Caisse d'épargne de la région Provence-Côte-Corse. La BP, Bon, on s'est compris. Caisse d'épargne du Sud, Province-Côte d'Azur, Corse. Le siège de la Caisse d'épargne est à Marseille. Mais M. Marie-Jeanne n'est jamais allé à Marseille. Oui, bien évidemment. C'est un compte BDF, Banque des Antilles françaises. Donc ça, c'est un raccourci. Mais là aussi, ça... C'est pas l'essentiel. On est d'accord, c'est pas l'essentiel. Mais c'est pas l'essentiel. En matière de probité, il faut être précis. Revenons à ma question. Oui. Quel conseil vous donneriez à l'ensemble de ces hommes politiques qui semblent être l'objet, c'est vous qui l'avez dit, d'une espèce de vendetta de la part du pouvoir général, notamment du pouvoir judiciaire, mais aussi du pouvoir exécutif. Vous connaissez le dicton? Allez-y. Qui suis-je pour juger les hommes? Qui suis-je pour donner des conseils? J'essaye par ma pratique d'être cohérent avec moi-même et d'être vertical. Et de ne pas faire d'amalgame, justement, dans l'exercice à la fois professionnel que dans mes activités, mon engagement politique. Vous seriez capable de dire ce soir, messieurs, mesdames, là, il va falloir faire très attention. Parce que moi, je regardais le bruit médiatique en comptant... Monsieur Marajo, vous le savez bien, vous avez lu Chronique d'un empoisonnement annoncé, le livre que j'ai coécrit avec Raphaël Confiant. Vous avez vu sur le chlordécone. Vous avez vu que j'ai dénoncé le fait que l'eau livrée au robinet était gorgée de chlordécone, au motif qu'il n'y avait pas d'analyse de fait sur les échantillons d'eau. Or, c'est une obligation légale. Et parallèlement à cela, nous avons dénoncé, en 2007, le fait qu'on retrouvait dans la comptabilité du SIGS des factures du chalet village, une boîte de nuit, des factures de caisses de champagne. Tout cela, c'est factuel. Ça veut dire que quand il y a peu d'élus qui osent dire qu'il y a une corruption dans le domaine de l'eau, et je fais partie de ces élus, j'ai tiré la sonnette d'alarme et je suis toujours vigilant puisqu'il y a un collectif des usagers de l'eau qui s'est monté dans le Nord parce qu'il y a eu
malheureusement, On a vu SOR, quelques... on a vu qu'il y avait une délégation de service public qui existait et le marché a été attribué dans des conditions qu'il va falloir éclaircir. Et quand je le dis, ce n'est pas à moi de le Vous faire. apportez de l'eau à mon moulin, là. Hein? Mais il va falloir faire un article 40, mais ce n'est pas à moi de le faire. C'est aux citoyens, c'est aux uns et aux autres. Je ne peux pas porter tous les combats. On est bien d'accord que l'article 40 ne peut être fait que par des fonctionnaires. Oui, mais il y a un certain nombre de fonctionnaires qui me sont des remontent. citoyens. Qui sont des citoyens, qui me remontent des informations. Mais je dis, mais, bon, ma avocat, d'accord, mais fait aussi de temps en temps. Soulagez-moi. Mais pour autant, on prend ce combat parce que il va bien falloir qu'aussi bien le président de Cap Nord, qui nous écoute très certainement, que le directeur de la SOR jouent carte sur table, parce qu'on ne peut pas faire ce type de prélèvement sur les usagers, on ne peut pas thésauriser, on ne peut pas faire des avances sur consommation avec des factures à 1700. On ne m'a pas raconté, j'ai la copie. Une facture d'eau à 1700, quand on sait que le SMIC est à 1248 €, vous comprenez que ça cause problème. Et que ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques qui nous amènent à cette impasse dans la gestion de l'eau. Allons rendre hommage, en passant très rapidement, à l'Espace Sud, qui a voté la gratuité des 8 premiers mètres cubes. Eh bien, on demande, avec ce collectif dont je suis l'avocat, on demande les 10 premiers mètres cubes parce qu'on considère que l'eau vient du Nord, donc plus près de l'église, c'est clocher. Bon, très bien. Alors, revenons au cœur du dossier. Cette déflagration médiatique pour l'instant, peut-être une déflagration judiciaire, va impacter l'environnement politique. Vous êtes inquiet ? Non, pas plus que ça. Je fais confiance en la justice. Je pense que les magistrats ont entendu à la fois le parquet, qui part sur un postulat, je vous ai dit au début, qui est complètement erroné, puisqu'il y a une erreur manifeste d'appréciation du délit. D'ailleurs, on est en train de requalifier le délit de détournement de fonds publics. Il faudrait encore aller un peu plus loin. Donc, je n'ai pas de souci outre mesure. Est-ce que vous craignez que les juges, contrairement aux procureurs qui n'ont pas demandé l'exécution provisoire, est-ce que vous craignez que les juges passent à l'exécution provisoire ? Mieux vaut ne pas se retrouver à la barre du tribunal, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais le climat actuel, pour vous, c'est... Ce n'est pas le climat actuel quand on est dans la salle d'audience face au procureur et face au juge. Il n'y a pas la pression médiatique. Là, on dit le droit. Et nous avons montré les incohérences qu'il y avait dans ce dossier. Et que la retraite perçue par M. Serge Letchimy, ce n'était pas une retraite indue. Et nous avons démontré qu'au regard de la jurisprudence et du droit actuel, il n'y a pas d'illégalité. Donc, nous ne pouvons pas accepter que l'on puisse qualifier des infractions qui sont pour nous des irrégularités administratives en infractions pénales. Très bien. Louis Boutret, merci d'avoir participé à cet exercice d'éclaircissement. Alors évidemment, tout le monde ne va pas être content, mais nous n'étions pas là pour refaire le procès, mais d'abord pour éclairer les Martiniquais, en tout cas un éclairage sur une partie du dossier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, nous vous disons à très bientôt, puisqu'on va évidemment vous inviter, mais là avec une autre casquette. Mais vous avez bien vu que non instant ma casquette, c'est une forme d'estime et de confiance. Je défends ceux qui sont supposés être de l'autre côté. Vos opposants politiques. Mais ça, on l'avait bien noté de toute façon. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Et puis nous vous disons à la semaine prochaine.